Il y a beaucoup de femmes qui créent des entreprises, dans la tech aujourd'hui, qu'il faut faire connaître. Les médias ont un rôle à jouer, là-dedans qui est crucial, en fait. Il faut qu'il y ait, une parité dans la présentation de ces figures inspirantes, qu'on ait autant d'hommes que de femmes. Bonjour Sophie, Bonjour Serge. tu es conteuse? On peut dire que je suis conteuse. En tout cas, de- c'est comme ça que j'aime bien me définir. D'accord. Conteuse numérique même, plus Conteuse exact numérique? exactement. Et pour une conteuse numérique, comment tu démarrais ce podcast? Il était une fois, ça commence forcément par il était une fois. Alors, il était une fois, un petit appartement à Bastille avec une très jolie cour, arborée et où peut-être on va parler de numérique. J'imagine qu'on va parler de numérique ici. Tout à fait. T'es allé voir Vivatech récemment? Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est quoi ton ressenti après 3 jours de Vivatech? Fatigant? Il faut se remettre de Vivatech. Hem, Vivatech, c'était intéressant. Nous, on a beaucoup aimé, le fait que, cette année, un des claims, c'était Women in Tech et c'est un sujet qui nous parle, qui nous intéresse beaucoup. Donc on a fait une série de vidéos, interviews vidéos sur ce thème, en fait. Women in Tech. Aujourd'hui, il y a combien de femmes dans le numérique? Ou qui montent des boîtes? C'est un peu une catastrophe, hein. En fait, il y a, dans le digital, donc dans les métiers de la com et des métiers très techniques, on compte, je crois environ 30 de femmes. Mais dès qu'on va dans la tech pure, on est à 10 de femmes. Les startups, reproduisent le modèle, en fait et on est pareil à 10 de femmes, fondatrices de startups. Donc c'est une catastrophe, ça ne fait qu'empirer, d'année en année. Heu, En tout cas, ça ne progresse pas et il y a un vrai enjeu derrière, qui est, les métiers de demain. En fait, si les métiers de demain sont liés au numérique forcément et si les femmes ne sont pas, actrices, dans la construction de ces métiers, c'est un vrai souci en fait. On va avoir une société, on va régresser, on va avoir une société qui sera conçue, pensée, par les hommes. Donc c'est très important d'en parler et c'est très important de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a peu de femmes qui s'intéressent à ces métiers-là? Parce que c'est vrai qu'elles ne elles s'y intéressent moins, en fait. C'est dû à un blocage, tu penses? Au départ, les femmes étaient, dans l'informatique. Il y avait plus de femmes dans l'informatique il y a 30 ans que maintenant, en fait. Il semblerait que dès que ça soit devenu un enjeu de pouvoir, donc au départ, c'était plutôt des petites mains, en fait, hein. Il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient, comme, les femmes, derrière, la téléphonie, avec, les petits cordons et cetera. Bah, voilà, il y avait beaucoup de femmes, qui travaillaient dans l'informatique, mais c'était pas valorisé comme métier et dès lors que c'est devenu un enjeu de pouvoir et bien, il y a eu cette figure du geek qui est arrivée et le geek, c'est tout de suite, un côté très masculin, d'homme blanc, jeune et les femmes, forcément, ne se sont pas reconnues, dans cette figure-là, en fait. Donc il y a un vrai travail à faire pour déconstruire les clichés, déconstruire, ces mythes. Les femmes étaient dans l'informatique depuis le début et il faut le dire, il faut, raconter cela et puis maintenant, il faut aussi valoriser les femmes d'aujourd'hui qui, travaillent dans le numérique, pour, donner envie aux jeunes femmes, de se lancer dans ce type de carrière. Aussi bien d'un point de vue, digital, communication et cetera, que d'un point de vue plus technique, ingénieur, voilà. Il faut montrer un peu toute la palette, de métiers qu'il est possible de faire et l'incarner au travers de figures inspirantes. En rôle modèle féminin qu'on doit remettre en avant, par exemple, tu as des noms à citer? Par exemple, il y a Aurélie Jean, puis il y a aussi beaucoup, Dipti Chander, une jeune codeuse, qui est la présidente de l'association EMMA, l'association de l'école Epitech. Il y a beaucoup de femmes qui créent des entreprises, dans la tech aujourd'hui, qu'il faut faire connaître. Et les médias ont un rôle à jouer, là-dedans qui est crucial, en fait. Il faut qu'il y ait, une parité dans la présentation de ces figures inspirantes, qu'on ait autant d'hommes que de femmes. Tu penses que c'est un problème parce que c'est des hommes qui gèrent les plus grosses boîtes et les boîtes d'investissement? Mais probablement. Il y a sûrement quelque chose de cet ordre-là, C'est quoi? clairement. C'est le jeu du coq? Oui, et de toute façon, on est dans une société où il y a encore, beaucoup d'hommes dans les postes clés, beaucoup d'hommes, qui,
à la tête des entreprises et dans les comités de direction, etc. Les choses sont en train de changer, mais oui, on est quand même encore dans une société très patriarcale et l'entreprise, elle est façonnée là-dessus. Donc, forcément, ça influe. Après, oui, les fonds d'investissement, c'est beaucoup des hommes aussi. Et puis, les femmes, vis-à-vis de ça, ont aussi un problème de confiance, en fait. Elles ne se sentent pas légitimes, elles ne se sentent pas suffisamment fortes pour faire des métiers techniques. Alors, elles y arrivent mieux quand elles ont le sentiment que ça transforme le monde et que ça donne du sens à que ça donne du sens dans leur mission au quotidien. Donc, par exemple, elles s'intéressent pas mal au métier de l'intelligence artificielle parce que elles ont vraiment le sentiment de comprendre la finalité, en fait. Et de pas juste avoir les mains dans le cambouis ou quelque chose comme ça, de cet ordre-là, quand c'est très technique, mais qu'il n'y a pas un but, une finalité, ça leur parle moins. Il semblerait que ça soit ça aussi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord et d'ailleurs on le voit il y a eu une nouvelle une nouvelle intelligence artificielle qui est sortie, je sais pas si t'as vu, elle a une voix neutre quand elle Ouais, parle. ça c'est bien. Je trouve que c'est bien en fait parce que du coup, et c'est très perturbant au départ, quand t'écoutes parce que des moments tu fais mais c'est un homme et puis 30 secondes après tu fais non c'est une femme. Non en fait c'est ni l'un ni l'autre, c'est très Ah ouais. bizarre. Alors, est-ce que tu es du coup ambivalent? Un coup, tu penses que c'est un homme, un coup, tu penses que c'est une femme, ou après, au bout d'un moment, tu t'adaptes au fait que c'est neutre? Comment ça marche? Parce que j'ai pas fait Alors au l'expérience. début quand j'ai écouté, je me suis dit mais c'est une femme et puis 10 secondes après c'était non c'est un homme. Non, c'est une femme et en fait, au bout d'un moment ton cerveau fait, comme une table comme un match de ping-pong. Au bout d'un moment tu fais: «OK, c'est neutre». Mais je trouve ça intéressant en fait, parce que du coup, t'as pas ce côté, de changement quand tu prends la parole avec. Ça reste neutre et c'est pas plus mal et ça donne pas d'idée sur une intelligence artificielle, ça doit être une femme ou un homme. Une intelligence artificielle, ça doit rester une intelligence artificielle, elle est là pour t'accompagner. C'est intéressant ça. Du coup, en fait, tu fais ton oreille, quoi. Petit à petit, tu t'habitues au fait que c'est ni une voix d'homme, ni une voix de femme. C'est ça, en C'est fait. exactement ça. Et il faut habituer, quoi. Il faut habituer l'oreille. Je crois que tu as une partie média, ça s'appelle Chute, Tout à fait. c'est bien ça? Pour Ouais. parler de quoi exactement? Écoute, on a créé Chute il y a un peu moins d'un an. Chute parce qu'on vit dans un monde où l'information sur le numérique, elle est pléthore, elle est très rapide. Et il y a comme un bruit digital, un bruit numérique. Et nous, on a eu envie de dire chute. Chute, parce qu'il faut prendre le temps d'écouter, de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, comment le numérique impacte notre société, aussi bien en bien qu'en mal, en fait. Hein. C'est intéressant de juste prendre un peu de distance, prendre un peu de recul et, euh, et comprendre, analyser, prendre de la distance. Voilà. Donc, on a créé ce média parce que pour parler autrement du numérique, pour en parler de façon expert, mais avec de l'accessibilité, de façon à ce que tout le monde puisse comprendre. En fait, on a eu aussi envie de sortir un peu d'un entre-soi de professionnels. Les médias de l'innovation, c'est beaucoup des professionnels qui se parlent entre eux. Et nous, on a eu envie de permettre à n'importe qui est juste curieux, en fait, curieux du numérique, de pouvoir lire nos articles pour comprendre ce qui se passe. En fait, c'est de faire comprendre au grand public concrètement les enjeux qu'il y a de demain. Il y a une dimension grand public. En fait, aujourd'hui, il y a pas de magazine de société, un magazine de société qui réfléchit à l'impact du numérique sur nos vies. Donc, alors qu'en fait, le numérique transforme complètement notre vie. Ça ne transforme pas que nos méthodes de travail, quoi. Ça impacte au quotidien l'éducation des enfants avec les écrans, par exemple. À Ça, bannir avant 3 ans, d'après les dernières études. il paraît que d'après les dernières études aussi, les enfants passent en moyenne 4 heures, ou plus de 4 heures devant les écrans, et c'est 1 heure de plus par jour. Hein. C'est 1 heure de plus qu'il y a 10 ans. C'est énorme. Tu passes combien de temps devant un écran? Pouf, non, mais j'ai pas le droit de le dire, ça. Bah forcément, je passe beaucoup de temps puisque c'est mon travail d'être derrière un écran. Mais je m'aperçois, effectivement, on parle beaucoup d'hyperconnexion et je passe beaucoup de temps derrière un écran d'ordinateur, c'est normal. Mais mon écran de téléphone, j'apprends à gérer ça.
parce que c'est vrai qu'il faut savoir faire des pauses et on est extrêmement sollicité. Je me sens quand même un peu hyper connectée. Et on a ce geste d'aller consulter à la moindre notification, et même sans notification, on va regarder. Et à un moment donné, j'avais enlevé toutes mes notifications des réseaux sociaux, Tu les partout, as il n'y avait remis? plus rien. Et en fait, je passais mon temps, c'était pire, parce que je passais mon temps à les vérifier si j'avais pas loupé quelque chose. Donc, je crois qu'il faut... et c'est un vrai travail à faire. Il faut parler d'hyperconnexion, parce que c'est un vrai sujet, c'est quelque chose qui, je pense, est en train un peu de nous dépasser. Et l'éducation, enfin, il y a un rôle d'éducation là-dedans pour apprendre à mieux se servir des outils numériques. Pas se laisser dépasser, mais de reprendre le contrôle, quoi, de reprendre le pouvoir, en fait. Parce qu'au contraire, le numérique peut être aussi justement une incroyable richesse de création de communautés, par exemple, avec MeToo, la marche pour le climat. On peut faire des choses extraordinaires. Mais il y a toujours cette idée d'apprendre, de bien l'utiliser, d'en faire un usage responsable ou réfléchi en tout cas. Et je crois que ça, c'est un des enjeux d'aujourd'hui. Et voire même de demain. On parlait avec des psychologues, par exemple, concrètement, les psychologues nous disaient que aujourd'hui, les gens ne savaient plus s'ennuyer. Ouais. Et c'est un gros problème parce que les moments d'ennui, en fait, permettent déjà, que ton corps et ton cerveau reconnaissent les moments de plaisir, Mhm. qu'il ait le temps d'assimiler les informations, autant que les moments d'ennui que le sommeil. Concrètement, le manque de sommeil à cause de ces écrans, ça nuit gravement à la santé. Et c'est une vraie catastrophe, en fait. Et encore, nous, on a encore comment dire, ce côté, attends, on a connu la vie avant, donc on arrive à prendre du recul. Mais mon cousin, à 3 ans, savait mieux utiliser un iPad, alors qu'il savait même pas lire. Et au niveau de l'éducation, à ton avis, est-ce qu'aujourd'hui, on doit changer l'éducation dans les écoles pour former dès maintenant au métier du numérique? Bah, on intègre de plus en plus des cours de code, par exemple. Je pense que oui, ça doit faire partie de l'éducation. Je ne dis pas qu'il faut systématiser les cours de code, hein, je ne sais pas, en fait. Mais je pense qu'il faut apprendre aux enfants, en tout cas là où je suis persuadée qu'il faut faire quelque chose, c'est qu'il faut apprendre aux enfants à savoir faire des recherches sur Internet, à savoir sourcer une information, à savoir reconnaître ce que c'est qu'une fake news. Je pense qu'il y a un vrai enjeu d'information. Parce que oui, Internet, c'est l'accès au savoir. Et ça, c'est absolument merveilleux, mais c'est aussi la porte ouverte à énormément de problèmes. Voilà, des chaînes YouTube qui sont juste des fake news suivies par des millions et des millions d'adolescents. C'est une catastrophe. Donc, il y a un enjeu d'information lié à l'information, savoir faire une recherche. Et ouais, ça doit faire partie de, des cours dispensés. Je ne sais pas à partir de quel âge, mais clairement, ouais. Est-ce que tu sais d'où vient un flip? Non. C'est l'onomatopée de déclic. D'accord. D'accord. Du coup, c'est à quel moment que tu as eu ton déclic pour te lancer dans ta boîte? Je vais dire un cliché, hein, mais de devenir indépendante, c'est lié à la naissance de ma fille. D'accord. Voilà, tout simplement. Pourtant, c'est pas forcément une période facile. Enfin, évidemment, ça sollicite énormément la naissance d'un enfant. Mais après ça, je me suis plus vue travailler pour quelqu'un. Il fallait que je sois indépendante. Voilà. C'est pas tout de suite que je me suis vue entrepreneur. Je me suis vue indépendante. Et aujourd'hui, tu te considères comme entrepreneuse? Oui, entrepreneur, je dirais. Entrepreneur? Entrepreneureux. Ouais, je préfère celui-là. D'accord. Validé. Et ça change quoi concrètement Ça change entre quoi? la barrière pour toi, entre le moment où tu es passé de freelance ou indépendante, Mm. entrepreneur? Je trouve qu'il y a une dimension de créativité. Alors, ouais, de créativité, tu peux faire entre freelance et entrepreneur. C'est ton projet que tu développes. Développer une entreprise, en plus, c'est tellement de il y a à la fois de la gestion, enfin, il y a de la comptabilité, il y a du développement, il y a de la communication, il y a un peu toutes les facettes de l'entreprise
Tu apprends à avoir ces différentes facettes, lesquelles d'ailleurs, dans lesquelles tu es les plus à l'aise, parce que je suis pas à l'aise dans tout. Heureusement que j'ai une associée qui je pense, avec qui on se complète vraiment bien, quoi. Euh, donc oui, et c'est aussi une aventure justement avec quelqu'un. C'est ça, c'est une association. Alors, on n'est pas obligé de monter une entreprise en s'associant, mais euh, je trouve que ça apporte. Il y a un projet commun qu'on partage et qu'on a envie de mener loin. Et il y a une ambition aussi. Voilà. Et tu l'as rencontré comment, ton associé? Je la connais depuis longtemps. Je la connais depuis les bancs de la prépa et de la fac. Donc, on a fait nos études ensemble. Vous avez toujours envie de monter une boîte ensemble ou c'était un Ah moment non, T où ça arrivait? non, non, c'est vraiment le fruit du hasard. En fait, on vient toutes les deux d'études littéraires. Et puis après, on a bifurqué chacune dans des domaines différents. Elle dans l'édition et moi dans la com événementielle. Et on s'est retrouvés freelance au départ à faire de la rédaction. Et puis, c'était venu... c'était pas une volonté, en fait, de créer une boîte. C'était plus, tiens, toi, tu as besoin de créer un site internet. Moi, il faut que je refasse le mien. Et si on faisait un seul site, en fait? Et comment ça s'appellerait, ce site? Ah bah, si ça s'appelait Les Chuchoteuses. Comme ça, on s'appelle Les Chuchoteuses. On peut faire plein de choses derrière. Si un jour, on a envie de faire n'importe quoi d'autre, on pourra garder ce nom. Et puis, ça nous plaisait. C'était juste ça. Et puis, sans qu'on cherche, c'est devenu une agence. Et puis maintenant, c'est devenu un média. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît le plus entre les deux, entre la partie agence et la partie média? J'adore les deux. En ce moment, vraiment, le média me passionne. Le média, c'est notre propre voix, en fait, qu'on fait entendre. Les chuchoteuses, en fait, c'est deux femmes discrètes qui font la communication des autres. Et chut, c'est nous, là, qui on dit chut, écoutez-nous, écoutez ce qu'on a à vous dire. On aimerait vous parler du numérique autrement. Donc, ouais, c'est les deux vont ensemble. Et après, évidemment, en ce moment, on est vraiment dans un développement fort avec le média parce que là, on a des sujets, comme je disais tout à l'heure, Women in Tech, mais il y en a beaucoup d'autres qu'on a envie de mettre en avant. C'est important pour nous. Donc, on est incubé en ce moment chez Paris & Co. Félicitations. Avec Chute, merci. On est dans leur programme Media Start, qui est un programme dédié aux médias émergents. Et c'est un programme super. On a appris plein de choses et ça nous booste énormément. C'est quoi la prochaine étape pour Chute? Il y a plusieurs prochaines étapes. Mais la prochaine, celle qui est imminente, c'est le lancement d'une campagne de crowdfunding pour le magazine papier que nous souhaitons lancer à la rentrée 2019. Donc voilà, début juin, campagne de crowdfunding. Et c'est beaucoup de travail et c'est très excitant, c'est très stressant, c'est génial. C'est un pari quand même que vous faites. C'est un Lance- pari. C'est Oui, un vrai oui, pari oui, de lancer du papier tout à fait. Ah, du papier. Ouais, alors là, du papier au 21e siècle. C'est un vrai pari. Ah, mais là, j'y crois à 100%. C'est complètement cohérent. En fait, nous, on est dans une dynamique d'accessibilité nous, ce qu'on veut valoriser, c'est l'accessibilité du numérique. Et donc, voilà, le numérique, c'est pas que en ligne, c'est aussi une expérience papier. Et puis, pourquoi pas combiner les deux? En fait, nous, ce qu'on va proposer, entre autres, là, je te dévoile, j'ai fait un petit peu de teasing, mais on va proposer que chaque article puisse être retrouvé au format podcast, en fait. Donc, chaque article papier, tu vois, tu peux choisir, tu as le magazine papier, mais si tu es chez toi, tu as ton magazine, si tu préfères l'écouter, tu peux l'écouter, si tu préfères le lire. De la même manière qu'on propose tous nos articles au format story, on est toujours dans cette idée, en fait, d'accessibilité du numérique et de pouvoir, voilà, si tu préfères visionner un article, si tu préfères l'écouter, si tu préfères le lire, si tu choisis selon ton mode du jour, selon que tu sois nomade ou pas, voilà. Donc, il y a aussi des podcasts, ça c'est un autre projet qui vont arriver bientôt. Et ça parlera toujours du numérique, les Ça podcasts. parlera toujours du numérique Et le ton sera la comptine. et on sera toujours et encore plus des conteuses et conteurs numériques
puisque cette fois-ci, c'est chaque article qu'on va lire, en fait. On va proposer une lecture, on propose en fait un article sonore. C'est un nouveau format que tu proposes. Dans les nouveaux formats que tu vois actuellement, lesquels sont intéressants pour traiter, par exemple, un sujet? Est-ce qu'il y a c'est des formats courts ou tu trouves qu'aujourd'hui, on manque de formats longs? Clairement, on manque de formats longs. La vidéo, je crois qu'on en a, pour beaucoup, on en a un peu un ras-le-bol parce que on est allé vers du plus en plus court, hein. On a perdu en contenu, ouais. Donc oui, je crois on va vers plus de formats longs, il me semble. Il me semble que le podcast se prête bien à ça parce que ça crée une immersion, parce que je crois qu'on a un apaisement de n'entendre que la voix et de ne pas être sursollicité. Je crois qu'on est fatigué un peu des écrans, quoi. Donc il nous faut, je ne veux pas dire qu'il n'y aura plus d'écran, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas d'écran, je veux simplement dire qu'il faut peut-être arriver à justement être, encore une fois, dans un contrôle et donc avec des formats qui permettent d'alterner des écrans, pas d'écran, enfin diversifier un peu tous ces formats. Donc ouais, je trouve que les podcasts en ce moment, évidemment, c'est un peu le format long qui, euh, qui marche bien, quoi. Comment on crée un parcours entre tous ces réseaux sociaux, entre la vidéo, le papier, le site et après les podcasts? Je crois qu'il faut à chaque fois proposer une expérience différente. C'est chaque contenu doit être vraiment pensé par rapport à son canal. Enfin, si c'est un podcast, il doit être pensé pour être un podcast. Si c'est et que tu as une expérience différente, quoi. Tu as une expérience et que tu vas préférer en fonction du jour, en fonction de... Ça te laisse une liberté de choix. Je le vois comme ça. On va terminer ce podcast. J'ai quelques questions à te poser. D'accord. Donc, comme l'a dit Emmanuel Schilla, il a renommé ça le Fast and Flip. Ouais. La première question, c'est si tu devais écouter quelqu'un en podcast, tu écouterais qui? J'aimerais bien écouter Frédéric Bardot, qui a créé l'école Simplon. Je trouve il a un positionnement dans le numérique qui est très fort, qui défend ses convictions et qu'il a une capacité en plus à rassembler autour de lui par son discours beaucoup de gens. Aujourd'hui, Simplon, c'est je sais combien de centres en France, d'écoles en France, et avec cette idée d'inclusion numérique. Je crois qu'il est très sincère dans sa démarche et ça me parle beaucoup. Tu penses que les futures startups qui vont se créer, surtout avec les nouvelles générations, ça sera basé sur le sens donné? J'espère. Je crois que c'est un peu l'air du temps de chercher du sens. En ce moment, on parle beaucoup de tech for good. Peut-être que oui, enfin, j'espère que de plus en plus d'entreprises vont penser de la technologie au travers du bien commun. Qu'est-ce que ça peut nous apporter d'utile? Et l'innovation, je crois que c'est plus ça en fait, hein, c'est d'essayer de trouver des solutions, des vraies solutions. Est-ce que tu utilises des assistants vocaux? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça te fait peur? J'ai pas peur des outils, hein. Je me dis qu'à chaque fois, il y a surtout un bon usage. Je me répète, mais un bon usage à en faire. T'es bombardé autour de toi, fais gaffe. Ton réseau social favori? Mon réseau social, ce n'est pas Facebook. J'aime bien Instagram et Twitter. J'aime bien ces deux réseaux-là. Twitter pour t'informer, sûrement. Twitter parce que je trouve facilement ce que je cherche. Je le trouve très facilement. Je le trouve moins facilement sur LinkedIn, par exemple. Ouais. J'aime bien. Je trouve que c'est un excellent moteur de recherche. 3 hashtags qui te définissent. Hmm. Women in Tech. Women in Tech. Un autre hashtag. Je crois qu'il faut un peu de folie. Un peu de folie. Je crois qu'il faut un peu de folie quand on a des projets. Je dirais de la folie. Si ça peut être un hashtag. Un dernier? T'as besoin d'un dernier? Allez. Conteuse? Allez, on va finir. On va boucler la boucle. En fait, j'en parlais hier avec un ami, mais on se posait la question, c'est quoi ton prochain grand flip? Mon prochain grand flip, tu veux dire l'événement qui me fait flipper? Tu peux le Qui prendre m'a comme ça. transformée.
Je vais forcément parler du crowdfunding qu'on va lancer début juin. Ça, c'est mon prochain grand flip. Tu te sens sereine? Pas du tout. J'ai l'air. Oui. Merci beaucoup, Sophie, en tout cas. Merci à toi. Et on rappelle d'aller voir la partie média. Chute. Chute, ouais. Chute, le magazine qui écoute le numérique. C'était Flip, le 2e épisode avec Sophie Comte. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand flip, c'est pour quand?